Alors, vous êtes sur la page Facebook de condolégal.com. Vous êtes en direct. C'est François Cellier qui vous parle. Cellier, j'ai bien dit. Aujourd'hui, la web radio traitera du non-respect de la déclaration de copropriété. Plusieurs syndicats de copropriétaires ont maille à partir avec certains des occupants, qu'ils soient copropriétaires ou locataires, et parfois, il faut prendre des mesures un peu draconiennes pour faire respecter cette déclaration de copropriété qui comprend notamment le règlement de l'immeuble. Et c'est là que ça se trouve, c'est là que se trouve la clé, donc, qui finalement impose ou qui dicte le mode de vie à respecter au sein d'un immeuble détenu en copropriété divise. Donc, avant de vous présenter mes invités, je vous rappelle que vous pouvez aller sur condolégal.com pour, si je peux l'avoir, effectivement, je l'ai, vous pouvez aller revoir les émissions précédentes qui ont été présentées. Si je vais ici sur condolégal.com, vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur la bannière « Le coronavirus en copropriété ». Je pense que les auditeurs ne voient pas actuellement ce que je vois. On va recommencer. Je pense que c'est important de le faire. Alors, ici, vous cliquez, là, on le voit maintenant, n'est-ce pas? Alors, vous allez sur la page d'accueil de condolégal.com, vous cliquez sur la bannière « Le coronavirus en copropriété » et vous avez accès à toutes les émissions en rediffusion, toutes celles que nous avons produites depuis 2 mois et demi, dont celle-ci, par exemple, qui traitait de l'unité de référence. Est-ce que votre unité de référence sera prête d'ici le 13 juin 2020? Donc, vous pouvez donc consulter ces émissions. Vous pouvez également consulter les fiches pratiques de condolégal.com. Vous avez plusieurs sujets, dont un qui va être abordé aujourd'hui, qui sont les troubles de voisinage. Alors, nous avons produit sur condolégal.com une foule de fiches pratiques, dont celles qui traitent des troubles de voisinage, et vous allez en apprendre énormément là-dessus, le bruit notamment, qui souvent conduit à des troubles de voisinage. Alors, je vous présente mes 2 invités sans plus tarder. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Gestion Stratégie, et Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété que vous connaissez bien, et souvent invité à nos émissions. Alors, avant de commencer, Yves, avant de commencer, M. Papineau et Valérie, je précise la chose suivante. C'est l'article 1080, en fait, du Code civil du Québec qui précise que lorsque le refus du copropriétaire de se conformer à la déclaration de copropriété cause un préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à l'un des copropriétaires, l'un ou l'autre peut demander au tribunal de lui enjoindre de s'y conformer. Si le copropriétaire transgresse l'injonction ou refuse d'y obéir, le tribunal peut, outre les autres peines qu'il peut imposer, ordonner la vente de la fraction conformément aux dispositions du Code de procédure civile, chapitre C25.01, relative à la vente du bien d'autrui. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser vos questions à nos invités sur Facebook. Je me ferai un plaisir de les relayer aux personnes qui sont avec nous afin qu'elles puissent y répondre. La première question, M. Papineau, je pense qu'il est important d'expliquer une chose. La clause pénale dans une déclaration de copropriété qui permet d'imposer des amendes aux copropriétaires délinquants qui ne respectent pas le règlement de l'immeuble et toutes les règles en vigueur dans une copropriété. Donc, tout syndicat de copropriétaires peut inclure cette clause pénale. Ainsi, les propriétaires délinquants pourront être mis à l'amende. Maître Papineau, pourriez-vous nous résumer cette clause pénale qui d'ailleurs a basculé du règlement de l'immeuble vers l'acte constitutif de la déclaration de copropriété en vertu de l'adoption du projet de loi 16 qui a passablement modifié le cadre législatif régissant la copropriété québécoise. Pourquoi, d'abord, M. Papineau, pourquoi on a fait basculer la clause pénale du règlement de l'immeuble à l'acte constitutif? Je vais vous dire, c'était pas mon idée à moi, premièrement. Moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouvais que ça allait bien comme ça allait. Mais certains juristes et certains membres du gouvernement trouvaient que c'était plus approprié d'avoir cette clause-là au registre foncier publié dans la première partie de la déclaration
et que les modifications aussi devaient être publiées pour être opposables à tous les copropriétaires. Ça engendre effectivement des problèmes. Maintenant que c'est dans la première partie, la majorité nécessaire n'est plus de 50 %, elle devient 75 % des voix présentes ou représentées à l'Assemblée. Et en plus, avant, quand on modifiait les montants de pénalités, on ne faisait que verser la modification au registre du syndicat. Maintenant, il va falloir aller voir le notaire et faire publier les modifications au registre foncier du Québec, avec les frais que ça va engendrer et les conséquences. Donc, certains juristes ont affirmé qu'il valait mieux rendre le vote de la clause pénale plus difficile afin de freiner les ardeurs de certains administrateurs qui pourraient être tentés d'imposer des amendes un peu folles, là, des montants un peu trop élevés, et que finalement, ça freine les ardeurs et on peut exercer un meilleur contrôle. Est-ce que c'est vrai, M. Papineau? Moi, je ne vois pas pourquoi, parce que il faut comprendre que même si l'Assemblée des copropriétaires vote une pénalité ou une amende qui n'a pas d'allure, le copropriétaire qui se la voit imposer a des recours. Alors, s'il ne la paie pas, le syndicat va être obligé de recourir aux tribunaux et le tribunal, le juge, a le pouvoir de réduire le montant de la pénalité si le copropriétaire explique au juge que, quant à lui, ça n'a pas de sens, le montant est exagéré, etc. Le juge a la latitude de réduire la pénalité. Alors, je pense que ce n'était pas la meilleure des excuses pour arriver à ça. M. Papineau, donc, la clause pénale est un formidable outil, je le dis sans ironie, là. On n'est pas masochiste non plus, on ne souhaite pas imposer des amendes aux copropriétaires, mais c'est un outil efficace pour gérer le trafic et empêcher des délinquances dans un immeuble ou empêcher le non-respect de la déclaration de copropriété, n'est-ce pas? Monsieur Sellier, vous avez dit pour gérer le trafic. On a la même chose au coin de la rue, on a un panneau d'arrêt. Si on ne fait pas notre arrêt, on a une pénalité. Et on la connaît d'avance parce qu'elle est prévue au Code de la sécurité routière. Dans notre cas, si on contrevient à la déclaration, on a une pénalité qui est connue parce qu'elle est publiée avec la déclaration de copropriété. Alors, c'est le même principe et souvent, le simple fait de l'imposer une fois fait prendre connaissance ou comprendre aux copropriétaires qu'il peut y en avoir une deuxième, une troisième et souvent les pénalités, le montant augmente avec la récurrence. Alors, les copropriétaires comprennent et respectent un peu plus la déclaration. Valérie Couture, je rappelle, qui est gestionnaire de copropriété. Valérie, rebonjour. Vous gérez 5000 condos répartis dans 112 immeubles. Est-ce que, selon votre expérience, la clause pénale est un outil efficace et est-ce que vos syndicats de copropriétaires, ceux que vous gérez, l'utilisent? Bien, écoutez, l'être humain est fait comme ça. Hein. Il n'y a pas de séquence à un acte qui a été commis. On va plus se permettre de passer au travers et d'essayer de sortir des maillons. Naturellement, c'est une bonne chose. La plupart dans tous les grands syndicats, il y a déjà plusieurs clauses qui sont indiquées dans la déclaration dès le départ et les conseils d'administration subséquents en ajoutent et tout ça. C'est important de préciser qu'en règle générale, le changement avec la nouvelle loi, je ne pense pas je suis d'accord avec Maître Papineau que ça a apporté du bien parce qu'on n'a pas entendu parler de grands films d'horreur dans le sens où il y avait des choses qui étaient complètement à côté de la voie, si je peux dire. Mais ce qui est très important, c'est que souvent, quand on émet des règlements en syndicat de copropriété, c'est parce que, de un, on a des problématiques et des fois, on a même vécu des situations qui sont très, très problématiques, dans le sens qu'on doit absolument intervenir. On peut penser à plein de choses. Le Airbnb, si on ne met pas des clauses pénales qui sont impressionnantes, c'est encore plus payant pour un copropriétaire de payer l'amende que de la respecter ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est un exemple qui est assez majeur, là, mais ça a sa raison d'être. Et je ne pense pas que de faire dépenser les syndicats pour être obligé d'aller chez le notaire à chaque fois qu'on fait un changement, naturellement qu'on va faire moins de changements, mais c'est quand même des sous. Et on sait que les syndicats ont peine
à boucler avec toutes les nouveautés, des nouvelles lois, etc., carnet d'entretien, études de fonds de prévoyance, l'argent, là, elle rentre beaucoup moins vite qu'elle sort. Et on a aussi des gens qu'il faut collecter, qu'on a de la misère. Fait que c'est sûr que ça n'aide pas les syndicats d'avoir fait ce changement-là. Et pour ce qui est de la question, c'est essentiel des règlements comme ça, dans toutes sortes de thèmes. Est-ce que les clauses pénales dans les copropriétés que vous gérez, est-ce que vous constatez qu'elles sont dissuasives? Oui, je considère qu'en 80% à peu près sont dissuasives. On a des gens qui vont toujours pas comprendre le pourquoi. On peut parler aussi des locataires. C'est sûr que des locataires et des copropriétaires, ça peut cohabiter ensemble, mais ça n'a pas le même intérêt en partant. Et ça, c'est très important. Donc, un copropriétaire va avoir tendance, et je dis bien va avoir tendance, il y en a qui ne respectent pas plus, mais on a une plus grande majorité où est-ce qu'on se dit c'est notre bien, etc. Donc, il faut absolument que cet encadrement-là soit assez serré pour ne pas permettre à personne de pouvoir avoir la latitude de faire ce qu'il veut quand il veut. Alors, c'est très important. Alors, mesdames, messieurs, avant d'aller dans le détail, parce qu'on va donner plusieurs exemples de délinquance, de choses qui font en sorte que l'anarchie peut s'instaurer dans une copropriété, là. Mais avant d'aller dans ces détails-là, Maître Papineau, je vous pose la question, une fois que les administrateurs se sont adressés à un copropriétaire délinquant, une fois qu'on lui a demandé à quelques reprises verbalement, par courriel, de cesser de ne pas respecter les déclarations de copropriété parce que monsieur, je ne sais pas moi, peu importe l'infraction commise, la personne n'obtempère pas et là, on doit passer à l'étape suivante, envoyer une mise en demeure et ça ne fonctionne pas. Quels sont les recours, Maître Papineau, quel recours ultime subsiste-t-il pour faire entendre raison à la personne récalcitrante? Vous n'avez fait mention, M. Sellier, le recours ultime, c'est l'injonction. On demande à un juge de la Cour supérieure d'ordonner au copropriétaire de respecter la déclaration de copropriété et de cesser des activités qui sont en contravention des règlements. Et là, comme je le disais en début d'émission, l'article 1080 du Code civil du Québec permet même de vendre la fraction d'un copropriétaire qui ne veut rien entendre. C'est-à-dire que dans une deuxième étape, alors on va voir le juge accorde l'injonction, ordonne au copropriétaire de respecter la déclaration et si le copropriétaire ne respecte pas, on retourne voir le juge et on dit au juge, monsieur le juge, il y a eu une ordonnance de respecter la déclaration, le copropriétaire ne respecte pas la déclaration, permettez-nous de vendre son unité et de l'expulser de l'immeuble. Est-ce que vous avez déjà fait ça, Maître Papineau? Non, on n'a pas eu encore à le faire. Je dois vous dire qu'à ma connaissance, mais là, ça vaut ma connaissance, là, je ne connais pas d'avocats qui l'ont fait encore. Il y en a un qui avait passé près de le faire pour une dame qui avait pas juste des problèmes de contravention en déclaration, mais peut-être des problèmes psychologiques aussi. Entre autres, elle se promenait en bicyclette dans les couloirs, mais ça s'est réglé avant d'avoir un jugement. Est-ce que c'est parce qu'elle s'ennuyait dans le confinement? Est-ce que c'est non? Non, ça fait déjà longtemps, c'est bien avant le confinement, mais elle avait des idées assez originales, la copropriété. Oui, effectivement. J'ai une question d'une auditrice. Elle dit, nous avons une situation où 4 sur 11 unités ne veulent pas remettre les clés de leur unité aux administrateurs, alors que la clause est clairement définie dans la déclaration de copropriété. Cela nous a causé des problèmes pour effectuer des travaux sur les balcons et avons encore à faire porte patio, que faire? Alors, ces gens-là ne peuvent pas faire réaliser les travaux parce qu'ils n'ont pas accès à l'appartement, je présume, et peut-être que ces personnes sont souvent absentes. Qu'est-ce qu'on fait, Maître Papineau? On impose des pénalités. Si la déclaration le permet, on envoie un avis au copropriétaire, on exige la clé et si le copropriétaire n'obtempère pas, on lui en envoie un avis d'infraction et on lui en envoie un deuxième qui, normalement, si le règlement est bien fait, le règlement pour une deuxième infraction, le montant est plus élevé que pour une première et on va ainsi de suite tant qu'on n'aura pas la clé. Et les tribunaux l'ont reconnu. Le syndicat a le droit d'avoir une clé pour avoir accès
dans des cas d'urgence. Alors, le copropriétaire a l'obligation de remettre la clé. Mais là, je me fais, pour complexifier la chose, tout ce dont vous parlez, ça n'a aucun effet. Et pendant ce temps-là, il faut faire des travaux parce que, disons, par exemple, que la terrasse coule, la terrasse d'un propriétaire coule, puis là, il faut faire les travaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on défonce la porte? Qu'est-ce qu'on est rendu où, là? Ben, regardez, normalement, on devrait aller chercher une injonction devant le tribunal. Le malheur, c'est les frais qui vont être encourus. Mais encore là, si la déclaration est bien faite et actualisée, on a une clause, en plus des clauses de pénalité, on a une clause pour les honoraires des avocats. Alors, non seulement qu'il y aura des pénalités aux copropriétaires, mais les frais engendrés par le syndicat, les frais d'avocat engendrés par le syndicat seront payables par le copropriétaire en défaut. Et ça, quand on leur explique ça avec une petite mise en demeure en leur disant, écoutez, si vous ne respectez pas, nous prendrons des procédures qui sont à vos frais, ça, normalement, c'est plus clair que de lire la déclaration. C'est plus clair que de l'eau de roche. Donc, habituellement, ce que vous me dites en résumé, c'est que ça fait de l'effet, ça a son effet rapidement, là. Hein? Je ne sais pas pourquoi, là. J'imagine que les gens pensent que les frais d'avocat sont toujours élevés. Alors, ça les fait réagir. Madame Couture. Valérie, justement. Moi qui le dis, c'est nos clients qui disent que les avocats, c'est trop cher. Mais en tout cas, ça semble être efficace. Alors, la fin justifie les moyens, pourrait-on dire. Valérie, on arrive dans la période des barbecues. Oui. Bon, on sait que les barbecues, ça peut être une source de conflit et même de troubles de voisinage. Et on sait que, corrigez-moi si je me trompe, Maître Papineau, parce que je ne suis pas avocat, mais on sait que si l'interdiction des barbecues n'est pas inscrite dans la déclaration de copropriété initiale, les juristes nous disent que c'est pas mal plus difficile par la suite de faire interdire ça, parce que des gens pourraient dire, oui, mais moi j'ai un droit acquis, et patati, et patata. Comment ça se passe, Valérie, avec les barbecues dans vos copropriétés? Écoutez, dans les copropriétés qui, comme vous dites, dès le départ, ont déjà été habitués comme ça, on a eu une espèce de vent où ce que les gens essayaient de modifier ça. Mais le problème du barbecue, c'est vraiment un problème en partie de tolérance. Hein. Si les gens agissent de façon qui est plus normale, dans le sens qu'on cuisine tout à peu près entre certaines heures et ces choses-là, je pense qu'une tolérance qui est là avec les copropriétaires, les gens et les occupants de l'immeuble. Là où ça se gâte, c'est toujours un peu l'exception. Puis il y a toujours des histoires qui sont pas le fun, mais c'est quand les gens commencent à cuisiner à 10 heures le soir. Là, ça fait du bruit. C'est toujours une question de tolérance et d'habitude qui fait sens avec ce qu'on vit. Donc, moi, je pense que si les gens faisaient plus attention à leurs voisins, ça serait déjà beaucoup mieux. Parce que le barbecue, c'est vraiment incommodant. Si ta porte patio est ouverte, puis l'autre en bas se met à cuisiner quelque chose d'assez graisseux, c'est sûr que tout rentre à l'intérieur. Puis là, c'est dérangeant pour les gens. Après ça, on embarque dans les gens qui ont des problèmes de santé, puis ça vire avec n'importe quoi. Donc, effectivement, les barbecues, c'est assez émotif. C'est pour un temps de l'année, mais il y en a qui s'en servent plus longtemps. Mais je pense que, règle générale, si les gens sont de bonne foi, on a moins de chances d'avoir des situations problématiques avec les fameux barbecues sur les balcons. Ah, intéressant. On va revenir là-dessus tout de suite après, Valérie, c'est parce qu'il y a une autre question. Ah là, je viens de la manquer. Enfin, ici, on dit, nous sommes une petite copropriété de 7 unités qui va avoir 10 ans prochainement. Nous n'avons pas de clause pénale de définie. Comment en instaurer une? Nous avons un petit problème de je m'en foutisme. Je vois mal comment les copropriétaires accepteraient de voter contre leurs propres intérêts. Donc, Maître Papineau, peut-être expliquer la démarche visant à créer cette clause pénale? Alors, la démarche, c'est que vous allez préparer un projet de clause pénale que vous allez soumettre aux copropriétaires avec l'avis de convocation d'une assemblée de copropriétaires et à l'assemblée où il y aura au moins 50% des voix des copropriétaires plus une ou plus de 50% des voix présentes ou représentées, vous devrez avoir un vote en faveur d'au moins 75%.
Et vous savez, M. Sellier, c'est rare que des clauses pénales, ça ne soit pas accepté. Il n'y a personne qui est contre la vertu. Il n'y a personne qui va être contre le fait d'avoir des normes et des règles qui ont de l'allure. Alors, généralement, même s'il y a beaucoup, comme dit Madame, de jean-foutisme, les gens vont voter en faveur quand même. Alors, c'est pas difficile à faire adopter, c'est d'en rédiger une correctement, de requérir les soins d'un avocat ou un notaire qui va bien la rédiger et par la suite la faire adopter, comme je viens de le dire. Parce que les gens ne sont pas contre la vertu, mais ils sont contre la délinquance. Mais si je peux ajouter, M. Oui, Valérie? C'est important que les gens aussi, même si c'est une petite copropriété, nous, on en a plusieurs dans nos clientèles qui sont des petites copropriétés, et on se comprend que quand quelqu'un ne respecte pas dans une petite copropriété, ça fait très mal. Hein? C'est très petit, on est plus proche, la proximité est là. Il y a personne qui veut payer. Si le syndicat explique que tel ou tel comportement engendre des frais que tout le monde paye, comme dit Maître Papineau, il y a de fortes chances que les gens soient d'accord. On va donner un exemple qui est très banal dans les petites copropriétés, c'est le fait de laisser des bottes devant la porte, des petits tapis, ces choses-là. Il ne faut jamais oublier que dans un premier temps, c'est très dangereux pour la sécurité s'il y a un incendie. Et si les pompiers, les préventionnistes de la Ville de Montréal ou des villes circulent, il peut y avoir une amende qui est émise au syndicat. Donc ça, c'est banal. On ne parle pas de rien de majeur, mais c'est quand même des choses qui vont engendrer des coûts. Et je suis d'accord avec Maître Papineau, les gens sont très favorables, même si on est un petit syndicat, si c'est bien expliqué et bien conçu, parce qu'après ça, s'il est mal rédigé, après ça, il faut appliquer. Un règlement, à l'appliquer aussi, il faut le faire. Il ne faut pas le laisser déborder et pas s'en servir. Ça ne marche pas. Il ne faut pas le tabletter, autrement dit, le règlement. Il ne faut pas le tabletter. J'ai une autre question pour vous, Valérie, puis ça rejoint la question des stationnements dont on va discuter aussi. On va en parler parce que ça, c'est un gros dossier. Que fait-on si un copropriétaire refuse à répétition de déplacer sa voiture lors du déneigement du stationnement? Là, on arrive à... On est à l'été, on est aux portes de l'été, mais quand même, le sujet est d'actualité. Qu'est-ce qu'on fait, Valérie? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans ce temps-là? Bien, en fait, nous, on émet toujours en début de saison la consigne que tout copropriétaire va être responsable si on doit engendrer des frais, tout ça. C'est sûr que dans le cas d'un stationnement, M. Papineau pourra me corriger ou bonifier, dans le sens où c'est plus difficile de parler d'un préjudice sérieux s'il n'y a pas un règlement qui a été mis en bonne et due forme. Dans un premier temps, tout ce qu'on peut dire, c'est que vous allez être remorqué. Bien, dans un deuxième temps, pour être remorqué, il faut avoir un contrat de remorquage. Il faut que la séquence des interventions pour le respect d'une demande soit établie. Et c'est ça, des fois, qui manque dans les syndicats, c'est qu'on n'y va pas avec la séquence. C'est que les gens doivent être avisés. Si un règlement, il doit être retourné aux gens en disant c'est un rappel, n'oubliez pas que la période hivernale, etc. Et s'il y a lieu, puis on est équipé, on a un contrat de remorquage en bonne et due forme. Là, je dis ça, mais c'est sûr que les compagnies de remorquage, c'est encore difficile souvent de les faire déplacer, là, mais on peut émettre des amendes et que ces gens-là, comme M. Papineau l'a dit, on va le répéter tout le temps de la séance ce soir, c'est qu'il faut le suivre. Donc, si on en émet une et qu'il y en a une deuxième, il faut l'ajouter et être consciencieux dans notre suivi de ce délinquant. Justement, M. Papineau, la question, Valérie, vous venez de la soulever, là, la question du remorquage. Souvent, c'est long. Les syndicats de copropriétaires qui ont mandaté une compagnie de remorquage pour faire déplacer les véhicules garés au mauvais endroit ou en infraction attendent. Mais l'autre question, c'est qu'il y a plusieurs copropriétaires qui craignent s'ils font remorquer un véhicule dans leur case, de subir des représailles. M. Papineau, est-ce que c'est une possibilité? Regardez, tout se peut dans la vie, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la journée que vous dites aux copropriétaires, il y a un règlement et si vous ne le respectez pas, vous allez être remorqué. Si vous ne remorquez pas de véhicule, c'est fini. Votre autorité, là, elle est partie. Et je peux vous dire une chose, quand il va en avoir un de remorqué, et assurez-vous que quand le remorqueur vient, qu'il va klaxonner et qu'il va faire aller les gyrophares un peu partout, là, quand tout le monde va voir que l'auto se fait remorquer, c'est drôle, mais la fois d'après, il va en avoir moins dans le stationnement. Et est-ce que s'il s'agit d'un automobiliste qui ne vit pas dans l'immeuble,
et qui se garent dans le stationnement d'une copropriété, sachant que la surveillance est plutôt molle, pour ne pas dire inexistante, est-ce que c'est le même effet? Si on remorque ce véhicule-là, le mot va se passer sur Internet partout, n'allez pas dans ce stationnement-là parce que vous allez vous faire remorquer? Écoutez, M. Selly, il n'y en a pas d'autre solution. C'est ça. Malheureusement, quand on a fini, Mme Couture l'a dit, on envoie des avis, on explique, mais une fois qu'on a fait ça, là, il faut agir. Et, tu sais, je me souviens, moi, on voyait des émissions il y a quelque temps, là, pour ceux qui ont mon âge et les plus jeunes, ils n'ont pas vu ça, mais, tu sais, la mère disait « Attends que ton père arrive ». Mais quand le père arrivait, si le père disait rien, l'enfant, le lendemain matin, il était juste 2 fois pire que la veille. C'est la même chose en copropriété. Vous avez des normes, vous avez des règlements. Il faut être intelligent dans l'adoption des règlements, dans l'adoption des normes, mais une fois que c'est adopté, ça doit être respecté. Sinon, vous avez utilisé le mot au début, ça va être l'anarchie dans l'immeuble et là, il n'y aura plus de contrôle possible. Valérie, là, vous allez m'expliquer quelque chose. Prenons le cas type d'un stationnement, par exemple, situé près d'un parc, au bord de l'eau, dans un lieu champêtre. L'appartement des copropriétés, disons, prenons l'exemple 3 phases, qui ont un appartement commun et régulièrement des gens, des plaisanciers du parc, du bord de l'eau, viennent se garer dans les places pour visiteurs, utilisent les stationnements sans arrêt. Et en fait, certains administrateurs le voient, mais se demandent quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation pareille? Bien, écoute, ça revient à ce qu'on disait dans les dernières minutes, Maître Papineau et moi. En fait, c'est que des fois, ça va demander un investissement du syndicat de copropriété. Dans un premier temps, un investissement de temps. Donc, est-ce qu'on affecte quelqu'un une certaine période ou est-ce qu'on a, comme quand c'est sur le bord de l'eau puis il fait très beau, est-ce qu'on planifie des gens pour un certain moment pour essayer de justement faire déplacer les véhicules au bon moment? Parce que même si c'est des gens de l'externe, souvent, c'est des gens qui sont du coin ou quelque chose qui vont le savoir. Donc, on investit du temps parce qu'il faut penser que les administrateurs, le gestionnaire n'est pas sur place. Les administrateurs n'ont pas le goût de jouer à la police sur le stationnement. Donc, il faut des fois investir dans une personne qui va être attitrée à ça, qu'on va rémunérer pendant certains laps de temps ou une horaire, comme un sauveteur sur le bord d'une piscine. On va attitrer quelqu'un à ce stationnement-là pour faire respecter ça. Mais si on le vit dans plein de places, il y a des condos sur le plateau Mont-Royal, où les gens voient un stationnement extérieur, ils se garent là rapidement, tout ça. C'est toujours une question de choisir la façon qu'on va faire respecter le règlement, le mettre en application et le suivre. Je pense qu'on va finir par éviter, mais on ne pourra pas éradiquer ça à 100% parce qu'on est dans un endroit qui est recherché. Les gens veulent venir en visite à côté de chez nous, puis on habite dans un beau secteur et ces choses-là. Mais il faut établir une procédure. Il y a des immeubles au centre-ville, il y a un agent de sécurité à la porte. Bon, ben écoute, si on a un problème de stationnement, on peut-tu voir si on ne peut pas engager quelqu'un, je ne dis pas un agent de sécurité, mais engager quelqu'un qui va venir superviser ça quelques heures le dimanche après-midi parce qu'il y a un line-up pour venir stationner dans votre place. Oui, donc dans certains stationnements, c'est impossible d'éliminer le problème à 100%, mais on doit le combattre en permanence. Mais M. Sellier, je comprends votre exemple. Il y a une chose qui est sûre. Si dans le stationnement en question, vous avez des indications devant chaque place que le stationnement est pour un appartement en particulier, si vous avez des affiches de remorquage et plusieurs, et comme vous dites, c'est probablement pire le samedi et le dimanche, si vous demandez à votre remorqueur de faire un petit peu de zèle le samedi et le dimanche, vous allez voir que c'est pas toujours des nouvelles personnes qui stationnent là. Souvent, c'est quelqu'un qui a été la semaine passée puis a vu qu'il ne s'est rien passé. Toujours le même principe. S'il n'y a pas de conséquences, ça ne se réglera pas. Donc, faites-le remorquer. Demandez au remorqueur de faire du zèle les fins de semaine et les soirs de semaine et vous allez voir que le problème va se régler. Comme disait Mme Couture, pas à zéro, mais
il va être plus que tolérable. Il va être largement résolu. Pas Oui. entièrement, mais largement. Et là, l'autre question, ce sont les places pour visiteurs. On sait que dans plusieurs copropriétés, il y a des visiteurs permanents pas mal. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Bien, Comment on gère la situation? moi, nous, on a un gros syndicat où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de places de stationnement et il y a 8 places de visiteurs. Et on a donné justement une espèce de boom pour essayer d'empêcher ça. Et on a demandé aux copropriétaires d'aviser le syndicat, donc soit par courriel ou sur la boîte vocale, s'il y avait un visiteur qui dépassait 4 heures. Alors, au début, ça a été, comme Maître Papineau dit, bon an, mal an, hop, on s'essaye, 4 heures, 4 heures et demie, tout ça. Et quelques mois plus tard, le syndicat a refait distribuer la consigne et on a vraiment établi quelqu'un qui surveillait, comme je vous ai donné comme exemple tantôt. Et après le 4 heures, il faisait remorquer les véhicules. Et comme Maître Papineau l'a dit tantôt, le message s'est passé comme une traînée de poudre. Les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de tolérance et que on a une place de stationnement en bas. Et si c'est nos visiteurs et on n'avise pas que c'est plus que 4 heures, bien, le véhicule va être remorqué et transporté. Parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, eh bien, on ne peut pas empêcher ces infractions tant qu'elles ne sont pas finalement réprimandées ou pointées du doigt et tant qu'on n'a pas pris action, dans le fond, pour éradiquer le problème. Exactement, M. Selly. Et il y a aussi les remorqueurs qui sont... les compagnies de remorquage offrent aussi des services de vignettes maintenant. Oui. Donc, on peut distribuer des vignettes à nos visiteurs. Ça demande une gestion, je ne le cache pas, mais ça peut permettre d'éradiquer un problème. Et comme Maître Papineau dit, vous lui demandez de venir faire une tournée et ceux qui n'ont pas de vignette, et bonsoir, merci, c'est assez dissuasif dans ce sens-là. On nous dit aussi que, est-ce vrai, qu'on peut téléphoner un constable, un policier qui viendra donner une contravention aux contrevenants? Oui, non? Bonne chance. Oui, ça va être long, hein? Ça risque d'être long, hein? Il a eu le temps de finir, il a eu le temps de partir chez lui, là, je vais vous dire. Oui, c'est ça. C'est comme les remorqueurs là, qui sont très longs avant d'arriver. Oui, mais il s'agit d'avoir une bonne compagnie de remorquage. Si la compagnie que vous avez engagée ne rend pas un bon service, changez de compagnie. Mais il y en a, vous savez, ces gens-là, les remorqueurs, ils ont intérêt à remorquer parce qu'ils ont des honoraires et des frais s'ils font un remorquage. Exactement. Alors, assurez-vous d'avoir la bonne compagnie. Vous allez voir que c'est assez expéditif, le résultat. Valérie, changement de sujet dans le même thème, là. Les locataires d'un copropriétaire bailleur peuvent être de sacrés bons délinquants aussi. Hein? On ne sont pas tous délinquants, on se comprend, là. Mais vous m'avez raconté une histoire en pré-entrevue hier, là. Vous avez subrogé les droits d'un copropriétaire bailleur pour aller à la régie du logement afin de pouvoir évincer des locataires qui faisaient du bruit comme ça n'avait plus de bon sens. Expliquez-nous. Oui, c'est une situation qu'on vient de terminer d'ailleurs parce que le film d'horreur s'est poursuivi parce qu'on s'est fait prendre avec un jugement de la Régie du logement au début du mois de mars et le temps de permettre l'éviction, de remettre au huissier que lui respecte ses délais légaux de tout ça. On est arrivé à 2 jours et 2 jours, l'interdiction a été levée. Nous, on devait les évincer 2 jours plus tard. Donc, on a été pris avec ces gens-là durant le COVID. C'est un problème de salubrité, c'est un problème de bruit. Quand je parle de bruit, je parle 24 heures sur 24. C'est un problème aussi qui ont abîmé les parties communes. Et c'est de tous les genres. Ces locataires-là, je veux vous dire, c'est vraiment... ils sont partis de notre copropriété depuis le 1er juin. J'espère que la personne qui les a pris comme locataires a les reins solides parce que c'est des méchants moineaux. Ces gens-là ont tout fait ça. Nous, on a fait les démarches d'aviser le copropriétaire, de prendre les mesures nécessaires, de faire ce qu'il y a à faire. Il ne l'a pas fait. Quand il a commencé à le faire, il l'a fait un peu à moitié. Il y a eu une audience et nous, on ne l'avait pas su. Donc, il n'y avait aucun témoin. Donc, il s'est fait retourner de bord par le régisseur de la Régie du logement. À ce moment-là, on s'est intégré directement à la demande. Nous avons fait une demande directement à la Régie du logement pour s'intégrer au dossier, tout ça, puis on a piloté le dossier jusqu'à la fin. Mais je peux vous dire que ce syndicat-là
a vécu l'enfer et le vit encore parce que le renouvellement d'assurance a été refusé par Intact parce qu'il y avait eu 2 dégâts d'eau causés par ces locataires-là. Et on est en négociation, là, on cherche activement, là, mais ce n'est pas simple et ça fait un dommage très important parce que vous savez que l'assurance ces temps-ci, c'est une des choses avec laquelle on ne joue pas. On subit seulement, on n'a rien à dire. Donc, ça a été un gros dossier et ça a été assez complexe. Et la morale de cette histoire, c'est comme compagnie de gestion maintenant, on va être très peu tolérant avec les locataires parce que le temps d'avoir une audience à la régie, c'est très long et on va être beaucoup moins patient dans le sens qu'on aime mieux faire des demandes et se retirer si ça se règle ou ils sont partis que d'attendre trop longtemps. Ouais. Justement, les locataires, Maître Papineau, quand une copropriété compte beaucoup de locataires, ça devient compliqué pour les assurances parce qu'il n'y a pas seulement les troubles de voisinage, mais le risque assurable qui est accru. Mais vous savez, M. Sellier, c'est une drôle d'affaire. Il y a été un temps où les immeubles à logement avaient moins de réclamations que les immeubles en copropriété, contrairement à ce qu'on serait attendu. Effectivement, les assureurs qui nous donnent ces chiffres-là, qui nous disent que c'est pas pire en logement qu'en copropriété, servent de ça pour augmenter les primes. Alors, c'est pas mal des histoires d'assureurs. J'aimerais, si vous me permettez, pour revenir sur ce que Mme Couture disait, que ça soit clair. Oui, le syndicat peut intervenir dans un dossier d'un copropriétaire, mais par contre, la loi permet au syndicat, lui donne le droit au syndicat de demander l'annulation d'un bail si le copropriétaire locataire ne le fait pas. Alors, on n'est pas obligé d'attendre après le locataire copropriétaire parce que souvent, ben, écoutez, eux autres vivent pas là, donc ils n'en ont rien à faire. En plus, ils ne veulent pas l'évincer parce qu'ils vont être obligés de relouer puis ils vont perdre des loyers. Alors, que les auditeurs sachent, oui, il n'y a pas que le locataire qui peut demander l'annulation et l'expulsion, le syndicat aussi peut le faire. Il y a des gens qui souhaitent, la question est un peu farfelue, mais elle mérite d'être posée, qui souhaitent qu'éventuellement des copropriétés soient construites en interdisant la location. Est-ce qu'on va voir ça un jour, M. Papineau? Jamais. Jamais, hein? Écoutez, la loi prévoit qu'un propriétaire a plusieurs droits, dont celui de louer et de disposer de son bien. Et vous savez, être locataire, c'est pas une maladie, c'est rien de grave. Il y a des copropriétaires, moi, j'échangerais pour beaucoup de locataires. Tout est une question. Tu sais, on parlait tantôt de ça, tu sais, un fusil, il n'y a rien de dangereux, ça dépend qui l'utilise. Une auto qui est mal stationnée, c'est pas l'auto le problème, c'est le copropriétaire ou le conducteur qui l'a stationné là. Alors, moi, je pense qu'effectivement, vous avez dit avec raison qu'il y a peut-être un petit peu plus d'attachement. Peut-être qu'un copropriétaire fait un petit peu plus attention parce qu'il y a une vision à long terme, mais le fait d'avoir des locataires, ça dépend des locataires, c'est pas une norme ou une règle. Alors, l'autre sujet, c'est le cannabis en copropriété. Bon, un autre sujet controversé, sensible, c'est le projet de loi C-45 qui a été adopté, si je me rappelle bien, le 1er juillet. C'était 2010. Enfin, le projet de loi C-45, M. Papineau, de mémoire, c'était quand? Ça fait 2 ans à peu près. Le 1er juillet 2018, je crois, c'était vérifié. Oui. Les syndicats de copropriétaires pouvaient, avant l'adoption de la loi, faire adopter dans le règlement de l'immeuble l'interdiction de consommation du cannabis, que ce soit dans les parties communes et même les parties privatives. Est-ce que, M. Papineau, c'est quelque chose de contestable, selon vous? Bien, écoutez, il est déjà trop tard parce qu'il fallait faire ça. Si on voulait établir des règlements, des normes et tout ça, là, quand je dis il est trop tard, entre autres, il n'y a pas juste dans les syndicats de copropriété, dans les logements aussi, le locataire avait le droit de l'interdire. Ça, il est trop tard, il fallait le faire avant. Mais vous savez, M. Sellier, moi, j'ai trouvé ça très drôle qu'on nous explique que c'était la fin du monde et Mme Couture pourra nous dire son expérience.
Mais moi, des copropriétés qui sont venus me voir en me disant qu'ils ont des problèmes avec des gens qui fument du cannabis et tout ça, même pas sur les doigts d'une main que j'ai eu des gens qui sont venus nous voir. C'est pas vrai que ça a été un grave problème et que c'était pour être un grave problème. C'est pas vrai qu'il fallait établir des normes, des règlements. D'ailleurs, M. Cellier, dans votre déclaration de copropriété, c'est indiqué qu'un copropriétaire ou l'occupant d'une unité n'a pas le droit de déranger les voisins avec les bruits, les odeurs et tout ça. Alors, on n'avait pas besoin de règlement. Et moi, je vais vous dire, je ne connais pas de mémoire, je pourrais vous dire un ou deux pour être sûr de ne pas me tromper, mais je ne me rappelle pas qu'on a eu des dossiers où ça a été un problème. Mais il y a quand même des problèmes d'odeur en copropriété dans les immeubles aussi, le tabagisme, par exemple, des odeurs qui peuvent migrer d'une unité à l'autre. Et ça peut représenter un méchant trouble de voisinage. Vous avez dû en voir, Valérie, souvent dans votre carrière, là, des situations comme celle-là? En fait, M. Cellier, pas si souvent que ça. On a quand même été habitué à tolérer la fumée de cigarette. Je suis entièrement d'accord avec M. Papineau que ce n'est pas non plus le cannabis. Il y a plusieurs personnes qui en font usage, puis on n'en entend pas parler et tout ça. Donc, il y a quelques petites situations ici et là. Là, présentement, j'ai une situation avec la fumée de cigarette, mais c'est une grande fumeuse. Mais j'ai jamais eu d'autres situations vraiment sérieuses à partir de là. Mais au niveau des odeurs, il y a aussi des situations d'odeurs de cuisine, des choses comme ça. Et ça, je pense que ça devient encore plus, commence à prendre un peu plus d'ampleur parce que on cuisine tous de façon différente, on cuisine tous, et je reviens avec encore différentes heures parfois. Donc, ça aussi, et c'est clair que ce soit, peu importe l'odeur du barbecue, de la cuisson à l'intérieur, etc., etc., tu sais, il y a toujours une base de respect. Et quand les gens ne le respectent pas, ben c'est sûr qu'il faut monter un dossier, parce que Maître Papineau pourra me corriger, mais avant de se rendre en demande d'injonction avec le cannabis ou des choses comme ça, ça prend des preuves, ça prend certaines mesures. Les gens, comment on a mesuré que ça sentait beaucoup, pas beaucoup, etc. Mais c'est des dossiers qui sont complexes et qu'il faut être très pointilleux dans le montage et la préparation de ces dossiers-là. Justement, j'ai une question d'une auditrice à adresser à Maître Papineau. Peut-on interdire aux propriétaires de fumer dans leur condo? La réponse est non, mais vous allez pouvoir élaborer, Maître Papineau, là-dessus? Regardez, on ne peut pas empêcher, on peut dans les parties communes, parce que le syndicat a le droit de légiférer et de gérer les parties communes. Dans les parties privatives, on ne peut pas empêcher un copropriétaire de vivre s'il ne dérange pas personne. Alors, est-ce qu'un copropriétaire qui fume, et peu importe ce qu'il fume, s'il ne dérange personne, il n'y a pas de raison de l'interdire. Par contre, M. Cellier, peut-être quand on parle d'odeur de cigarette et de Marie ou toutes ces odeurs-là, la pipe, c'est pas meilleur, ça sent pas meilleur. La chicha, c'est pas meilleur. Et souvent, moi, j'ai eu beaucoup plus de dossiers d'odeur de cuisine que j'en ai eu pour la cigarette. Et souvent, le problème n'est pas nécessairement le copropriétaire, mais on parle d'un vice de conception ou de construction, ou les évacuateurs, que ce soit les hottes de cuisinière, les tuyaux de salle de bain, l'évacuation de salle de bain ou ailleurs, sont mal branchés, sont mal conçus. Et là, les odeurs, vous sentez, j'ai vu dans un immeuble où tous les évacuateurs de cuisine étaient sur le même tuyau. Alors, vous étiez capable de savoir qui mangeait quoi et à quelle heure. Mais ça, c'est un vice de construction. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais effectivement, des problèmes de hottes de cuisine dont les odeurs migrent dans les unités voisines, enfin bref, des constructions un peu défaillantes. Quelqu'un nous dit, nous avons un locataire dont le frère est copropriétaire. Le locataire paie les frais de condo en argent comptant. Il refuse de faire des chèques ou des versements électroniques. Il habite l'immeuble depuis 12 ans. Est-ce qu'on voit ça souvent, Valérie, des copropriétaires qui paient leurs frais de condo en argent comptant? Non, souvent non, mais on voit ça encore. Malgré tous les efforts qu'on fait pour même tomber en prélèvement préautorisé, paiement électronique et tout ça, on voit ça à quelques reprises.
Moi, je vous dirais que ceux à qui je pense actuellement, il y a une raison pour laquelle on paye en argent. Fait que j'embarquerai pas dans ça, mais moi, je pense que c'est un très, très petit pourcentage. Mais c'est sûr que ça peut être très gênant si c'est la copropriété elle-même qui s'administre puis quelqu'un vient cogner à votre porte pour payer ses frais de condo. Là encore, c'est d'établir ou de respecter les règlements. Ouais, c'est Mais, ça. mais M. Sellier, il reste une chose. Ouais. C'est drôle de voir que les gens maintenant, quand on parle d'argent comptant, Mme Couture avait un petit sourire, là, mais la loi prévoit que le seul mode valable de paiement au Canada, c'est l'argent comptant. Il n'y a personne qui peut refuser ça. Okay. Alors, oui, vous pouvez arriver et dire on veut des paiements préautorisés, on veut tout ça, mais l'argent, ça a cours légal au Canada. Là. Il n'y a pas personne, à part des fois, on se fait regarder comme si on était des vendeurs de je ne sais pas quoi, mais on a le droit de payer en argent. Alors, on ne peut pas refuser l'argent comptant, donc. Non, et surtout, je vous donne un exemple. Moi, aux assemblées de copropriétaires, quand le copropriétaire est en défaut puis il veut me payer pour avoir le droit de voter, ben moi, je veux voir des billets de banque. Je ne veux pas voir un chèque qui va rebondir le lendemain. Alors, oui, des billets de banque, c'est moins vu. Je lisais une statistique l'autre jour où il y a, je pense, 78% des gens au Québec qui payent avec des cartes de crédit ou de débit, mais la loi permet de payer en argent comptant. OK. L'autre talon d'Achille en copropriété divise, c'est le bruit. On en a parlé, Maître Papineau, dans une émission précédente, mais on disait qu'on pourrait faire 3 saisons de 16 épisodes chacun sur le bruit en copropriété, qui peut être un trouble de voisinage épouvantable et ça peut être très gênant pour plusieurs propriétaires. D'ailleurs, un jugement rendu par l'honorable juge Luc Huppé a condamné une copropriétaire à 15 000 à la division des petites, à la Cour du Québec, division des petites créances, 15 000 en dommages et intérêts, pour le bruit que sa locataire a occasionné à une autre copropriétaire sur une longue période et de façon répétée. Et je repose encore la question à M. Papineau parce qu'on l'avait posée il y a quelques émissions, mais on s'entend pour dire que c'est un bon jugement. Ben, je vais essayer de vous donner la même réponse là, parce que je n'ai pas réécouté l'émission. Ah. Mais effectivement, oui, mais il faut comprendre que dans ce dossier-là, la dame en question, la copropriétaire qui a été condamnée, elle faisait exprès. C'était répété et c'était pas accidentel. Il y a des gens qui, pour se désennuyer, aiment ça déranger les voisins. Alors, est-ce que c'est un bon jugement? C'est un excellent jugement parce que s'il avait condamné la dame à 1 000 $, elle aurait continué de faire du bruit. Mais à 15 000 $, elle doit trouver ça moins drôle et c'est beaucoup plus punitif et elle doit comprendre un peu plus avec ce montant. Valérie, dans le jugement, si je me souviens bien, la dame dit, la copropriétaire du dessus est allée voir la locataire du dessus qui faisait du bruit vraiment, un vacarme. On se demandait s'il n'y avait pas un bulldozer dans l'appartement, selon ce que j'ai lu, selon ce que j'ai compris. Et un occupant qui vous dit, quand vous allez le voir et que vous vous plaignez du bruit qu'il fait, et qui vous dit « j'ai le droit de vivre », on entend ça souvent. Est-ce que c'est la réponse à donner ou on devrait être plus coopératif? Bien, en fait, tout le monde a le droit de vivre, mais le droit de vivre, quand on est trop bruyant, empêche l'autre aussi de son droit de vivre. Ben, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'exemples parce que dans mes logements, j'ai souvent des problématiques avec des locataires qui écoutent la musique forte, ces choses-là. En copropriété, un petit peu moins fréquent, mais moi, je vais renverser ça en disant on a aussi des gens qui sont hypersensibles. Il y a les deux volets. Il y a des gens qui exagèrent pour aller jusqu'au jugement dont vous faites référence, mais il y a des gens aussi qui sont hypersensibles. Et j'ai une situation qui commence dans un syndicat et c'est exactement la dame qui est une hypersensible qui est en train de faire une de nos copropriétaires est en train de venir déstabiliser parce que l'autre ne la lâche pas du tout. Et les preuves sont là. C'est que les autres copropriétaires, depuis 20 ans, n'ont jamais eu de problème, tout ça. Et là, la nouvelle arrive depuis 1 an, c'est elle marche trop fort, elle joue du piano trop fort. C'est toujours plein de choses comme ça. Et moi, je pense que dans une situation de bruit, il faut être très vigilant dans l'enquête qu'on va monter
parce que il y a des fois des gens qui peuvent exagérer une situation et ça peut être très difficile à évaluer dans le sens. Et pour avoir été à la régie du logement puis plaider des choses, ça prend des preuves, ça prend des témoins. Et si on ne veut pas que ça vire mal, c'est ce qu'il faut monter comme dossier. Ça peut être très long, très ardu. Tout à fait. Valérie, vous me racontiez également, après entrevue hier, l'histoire d'un animal dans une copropriété dont le poids excédait la limite permise. Parce que certaines copropriétés permettent les animaux, mais d'un certain gabarit et passer un certain poids, ça n'est plus accepté. Et il y a eu un recours judiciaire intenté qui a coûté 40 000 au syndicat, alors que finalement, l'animal a rendu l'âme. Pouvez-vous Oui. nous expliquer ça? Ce qui s'est En passé fait, exactement? En fait, il y a eu certaines situations où le chien était un chien de grande puissance, on va le dire comme ça, mais il y a eu certaines fois où le chien s'est emballé un peu dans les espaces communs. Puis là, le syndicat a pris le dossier très au sérieux. Ça a commencé comme ça. Par contre, de fil en aiguille, le dossier continuait, malgré où il y avait un peu moins de bruit ou d'événements avec l'animal. Et les temps ont passé, il y a eu des changements d'avocats. Je pense qu'il y a 3 avocats qui ont passé sur ce dossier-là et tout ça. Pour en arriver avec beaucoup de frais d'avocat des 2 parties, mais la partie du syndicat est arrivée et le chien a eu le temps de décéder avant qu'on en arrive à un jugement. Puis, il serait probablement aussi arrivé, puis le chien serait mort pas longtemps après. Là, je veux dire, ça a été sur plusieurs années. Tout ça pour dire que parfois, il y a des situations qui commencent avec un réel problème. Et des fois, avec le changement d'administrateur, tout ça s'étale dans le temps et perd de son ampleur, mais des fois, ça devient aussi des administrateurs où, oh non, on lâche plus, mais il faut se remettre en question de temps en temps aussi dans des situations comme ça pour pas que ça aille trop loin pour. Ouais. Mais Papineau, une personne, un acheteur, l'acheteur d'un condo existant qui acquiert l'unité, qui n'a pas lu la déclaration de copropriété et qui ne s'est pas rendu compte que les animaux étaient interdits. Et là, personne dit, ben là, je ne vais pas me débarrasser de mon chat, de mon chien, je l'aime, ça fait 6 ans que je l'ai. Il y a un profond attachement aussi entre un être humain et un animal de compagnie. Est-ce qu'il y a une solution? On revend l'appartement. C'est la seule chose à faire. C'est la seule chose à faire. Écoutez, ce dossier-là m'est arrivé, une dame est arrivée, elle dit, j'ai pas lu la déclaration, mais là, ils veulent pas de mon chien. Écoutez, la déclaration est claire, on prohibe les animaux, il y a sûrement des raisons. Moi, j'ai vu un syndicat où les gens achetaient là justement parce que les animaux étaient prohibés. Il y avait une dame qui avait été mordue, il y avait des gens allergiques aux animaux. Alors, écoutez, raison de plus pour lire sa déclaration, lire les règlements avant d'acheter une unité de copropriété, c'est le minimum. Donc, Et oui, je peux Valérie. ajouter, M. Cellier, je suis d'accord avec M. Papineau. On ne sera jamais heureux si on est à la mauvaise place, puis on n'est pas dans le cas où je veux un chien, puis je ne peux pas l'avoir. Je ne serai pas heureuse parce que je vais toujours être réprimandée, puis je vais toujours être en guerre contre tout le monde. Moi, on a un syndicat où les animaux sont permis et il n'y a aucune réticence sur la race ou sur la grandeur ou le poids ou ça. Et honnêtement, c'est un syndicat où j'ai zéro problème parce que tous les gens qui s'en vont là, on dirait que ça tombe comme ça, mais ils s'informent, puis on dit non, non, ici, il y a du Grand Danois, il y a du Rottweiler, il y a du Doberman, puis il y a du caniche, puis tout le monde cohabite bien et on a zéro problème. Fait que c'est sûr que si on n'est pas dans la bonne situation, on a acheté, puis malheureusement, c'est un gros achat de ne pas avoir bien vérifié en même temps pour un condo, mais je pense qu'on est mieux de filer ailleurs. Oui, c'est ça, parce que les animaux en copropriété, moi, je les aime, j'en ai, mais j'ai 2 chats, mais si ça devient bruyant, ben là, ça conduit vers un trouble de voisinage Et potentiel ou avéré. les animaux, si je peux me permettre, moi aussi, j'ai des animaux. Mais le problème avec les animaux,
ce n'est pas nécessairement toujours la faute d'un animal, ça, le disons bien. On a des problèmes de propreté qui devraient être. Ça peut arriver que notre animal s'échappe dans le corridor, mais il faut prendre la brosse et aller nettoyer. Mais on se dit, ah, le concierge va venir un jour ou ces choses-là. Mais les animaux, c'est de plus en plus. Les gens veulent avoir des animaux, veulent habiter en copropriété parce que c'est la façon d'acquérir une habitation. Donc, c'est des choses qui va falloir que les gens soient plus respectueux des règlements qui ont des animaux et qui continuent à bien entretenir leur bâtiment sans le laisser dépérir parce qu'on laisse nos animaux faire ce qu'ils veulent dans l'immeuble. Ouais. J'ai une autre question ici. Peut-on faire un règlement qui permet à un nouvel acheteur de louer sa fraction seulement après 3 ans? Là, on parle ici, effectivement, le fléau des copropriétaires investisseurs devient un gros problème car il peut y avoir perte de contrôle du syndicat, dépréciation de l'immeuble et augmentation des frais d'assurance. Maître Papineau. Regardez, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Des locataires, ce n'est pas un virus, là, ce n'est pas une maladie. Est-ce qu'on peut faire ce règlement-là? La réponse, c'est non. Les règlements doivent être faits en accord avec la destination de l'immeuble, avec ce qui est prévu à la déclaration. Si la déclaration de copropriété prévoit qu'il peut y avoir la location, on ne peut pas restreindre le nombre de locataires. On peut, par contre, restreindre la période de location, empêcher les Airbnb, empêcher les locations à court terme. On ne peut pas restreindre le droit des propriétaires de louer, à moins que ça soit prévu initialement à la déclaration de copropriété, à moins que vous réussissiez avec un pourcentage de 90% des voix de tous les copropriétaires de modifier la destination de l'immeuble. Maître Papineau, je reviens au jugement rendu par l'honorable juge Luc Huppé, 15 000 en dommages et intérêts à une copropriétaire condamnée. Est-ce qu'on peut dire que ce jugement-là vient de créer un précédent et que ça va faire réfléchir ceux qui font du bruit intempestif? Regardez, il y en a plusieurs jugements. Moi, je dis toujours que les jugements sont toujours excellents. C'est juste qu'il y en a qui sont plus excellents que d'autres. Et celui-là est vraiment plus excellent que d'autres, oui, comme un autre qui est arrivé en début 2019, où le tribunal a dit, Monsieur, vous étiez au courant qu'il y avait des pénalités, vous étiez au courant que vous vous exposiez à avoir une amende, ben là, vous l'avez eu, tant pis pour vous. Et ça, on n'aurait pas vu ça il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. La même chose pour le jugement du juge Huppé. On n'aurait pas vu 15 000 il y a 5 ans. Mais là, je pense que les tribunaux disent aux copropriétaires, respectez votre déclaration, vous le saviez, ben, payez pour aujourd'hui. Oui, effectivement. Effectivement, et Valérie, je reviens, il nous reste 3 minutes, je reviens au barbecue, là. Tout à l'heure, il y a un élément que j'ai oublié d'intégrer à notre échange, c'est le fait que... Est-ce qu'on peut dire, par exemple, aux propriétaires, même si les barbecues sont permis, est-ce qu'on peut instituer un règlement, peut-être M. Papineau aussi pourrait répondre à ça, qui dirait oui au barbecue, mais seulement sur les balcons arrière et non sur les balcons avant, parce qu'on sait que la fumée du barbecue, avec le vent aidant, peut migrer d'une unité à l'autre si la porte est ouverte. Et là, ça peut devenir un trouble de voisinage. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est raisonnable? C'est peut-être encore la même chose. Là, ça dépend de ce qui est prévu au règlement. Puis il y a la destination de l'immeuble, je reviens là-dessus. L'article 1056 le dit très clairement, aucun règlement ne peut exister, sauf si c'est en accord avec la destination de l'immeuble. Ouais. Souvent, par contre, il y a des endroits où on ne permet pas dans les cours intérieures des barbecues parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de ventilation et ça va sentir le poulet pendant des semaines. Alors, mais est-ce qu'on peut le permettre à certains endroits? Il faudrait être en mesure de le justifier. Ouais. Alors, Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété, merci d'avoir été là. Plaisir. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie, merci d'avoir été là également. C'est très intéressant. On va se retrouver. Les auditeurs ont beaucoup apprécié, je crois. On va se retrouver prochainement. Merci encore. C'est tout le temps qu'on avait. C'est François Cellier qui vous parle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'émission portera sur l'étude du fonds de prévoyance et le carnet d'entretien qui deviendront éventuellement obligatoires en vertu de l'adoption du projet de loi 16.
Merci beaucoup. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Bonne fin de soirée. Bonne soirée.